Bienvenue dans ce module de statistiques descriptives. Alors, tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que la statistique? La statistique, c'est quoi? C'est une discipline qui étudie des phénomènes à travers la collecte de données, le traitement des données, l'analyse des données, l'interprétation des résultats et toute la façon de présenter ces résultats afin de rendre ces données compréhensibles pour tous. Donc, c'est à la fois une science, une méthode et un ensemble de techniques. Souvent, les stats, on peut penser que c'est comme une branche un petit peu des mathématiques, puis en effet, c'est parti à la base de ça. Si vous voulez des idées de statistiques, vous avez des liens ici en bas de justement de statistiques à lire avec la COVID par exemple. Alors, un petit peu de vocabulaire pour commencer. Premièrement, ce qu'on appelle l'univers, ça c'est l'ensemble des objets sur lesquels porte l'étude statistique. Une variable, elle, c'est une caractéristique selon laquelle l'univers est étudié. Par exemple, si l'univers c'est l'ensemble des Canadiens, une variable, ça pourrait être la taille. La taille, c'est une caractéristique sur laquelle l'univers est étudié. On étudie la taille des Canadiens. La population, elle, c'est l'ensemble de toutes les mesures ou observations de la variable dans l'univers considéré. Donc la population, ça va être par exemple nous, notre ensemble de Canadiens. Une unité expérimentale, maintenant, c'est un objet de l'univers sur lequel la variable est mesurée. Donc nous, par exemple, c'est un ou une personne canadien sur lequel on va mesurer sa taille. Et enfin, un échantillon, ben, c'est un sous-ensemble de l'univers. Donc c'est une portion, une partie de la population. Un paramètre, maintenant, un paramètre, ça c'est une mesure qui caractérise la variable dans la population. Par exemple, la moyenne de la population. La moyenne de la population, ben, dans la population générale, on ne connaît pas la moyenne. C'est un paramètre, c'est quelque chose qu'on caractérise. Donc, en général, la vraie valeur du paramètre, elle va être inconnue. Ça, c'est important. Une statistique, maintenant, ben, ça, c'est une mesure qui caractérise la variable dans un échantillon. Donc, vous voyez la différence. Le paramètre, ici, c'est dans la population. La statistique, c'est dans l'échantillon. Puis elle, ben, on va être capable de la calculer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un échantillon. Donc, on est dans un sous-ensemble de la population. Donc, dans le fond, comment ça marche? C'est que j'ai ma population ici. Et ensuite, ça, dans ma population, ben, j'ai un sous-ensemble qui est mon échantillon. Échantillon ici. Ma population, elle est reliée à un paramètre. Et mon échantillon, lui, il est relié à une statistique. Les types de mesures maintenant. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs types de mesures, justement. Trois grands types qu'on va voir. Il y a les mesures de tendance qu'on dit centrales. Il y a les mesures de tendance de dispersion. Puis, il y a les mesures d'association. Donc, dans les mesures de tendance centrale, on va voir la moyenne, la médiane et le mode. Dans les mesures de dispersion, on va voir l'étendue, l'écart interquartile, la variance, écart type, coefficient de variation et les centièmes. Et dans les mesures d'association, on va voir le coefficient de corrélation. Alors on y va, on va tous les passer en détail. Alors, d'abord, estimation de la position. Donc, si soit x1, x2, xn un échantillon, donc on va dénoter x1, x2, xn les observations d'un échantillon. Donc, j'en ai n en tout. Puis ça vient d'une population, bien évidemment. Donc, on a au départ, vous vous rappelez, on a une grande population ici. J'ai une population. Puis mon échantillon, dans le fond, je viens en tirer n dans mon échantillon. La moyenne de l'échantillon ou moyenne échantillonnale, elle, on la note xn bar, puis xn bar, ça va être la moyenne donc des xi, donc c'est donc la moyenne au sens standard. Donc vous additionnez chacune des valeurs, puis on divise par n. Attention, très important, la moyenne échantillonnale, ce n'est pas forcément égal à une des valeurs, bien évidemment. Un exemple très simple, si vous avez des notes, donc vous avez 50%, puis vous avez 70% des notes. Si vous calculez la moyenne, elle, ça va être de 60%. Ben, 60%, ce n'est pas une note que vous avez obtenue. Pourtant, c'est votre moyenne. Maintenant, la médiane. Alors, la médiane, c'est quoi? La médiane qu'on va dénoter x tilde. Donc, la médiane qu'on va dénoter x tilde. C'est une valeur telle que 50% des observations lui sont supérieures et 50% lui sont inférieures. Si on note en ordre croissant les données, donc x entre parenthèses 1, x entre parenthèses 2, x entre parenthèses 3,
Fait que ça, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, X entre parenthèses I, c'est la IM, observation ordonnée de X. Donc, vous les mettez dans l'ordre de 1 à N, puis c'est la IM. Alors, si, ça dépend, si N est pair ou si N est impair. Si N est impair, dans le fond, ma médiane, ça va être le N plus 1e sur 2 éléments. Par contre, si c'est impair, ben, ça va être la moyenne pondérée entre les deux. Parce que dans le fond, ce qui se passe quand mon N est impair, je vais avoir mon X N sur 2. J'ai mon X N sur 2 plus 1. Mais je vais avoir ici, je pense en vert, donc je vais avoir ici 50% des données qui sont plus grandes que ça. Puis je vais en avoir 50% de ce côté qui sont plus petites que ça. Et donc ma médiane, elle est exactement au milieu dans le fond. Ma médiane va être ici. Ma médiane va être là. Et donc ma médiane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moyenne des deux. Donc la moyenne de lui avec lui. Vous voyez bien, c'est ça qu'on fait ici. On fait une demi fois la somme des deux. Donc ici, encore une fois, très important. Si n est impair, alors la médiane, c'est égal exactement à l'une des données. On le voit très bien ici. Par contre, si n est impair, et pair, pardon, ici, il y a une petite erreur. Si n est pair, donc si n est pair ici, ben, ça ne veut pas être forcément égal à l'une des données. Alors, estimation de la position, on va voir une dernière estimation, ce qu'on appelle le mode. Donc ça, le mode d'un échantillon, c'est la valeur qui est la plus fréquente dans les données. Un échantillon, il peut avoir plusieurs modes, bien évidemment. Il peut y avoir plusieurs données qui sont le plus fréquentes. Le mode, par contre, c'est nécessairement égal à l'une des données. Ça, on n'a pas le choix, puisque c'est une donnée qui est la plus fréquente. Et on peut aussi avoir le mode comme point milieu de la classe ayant le plus d'effectifs. Donc si j'ai des données classées. Donc voilà pour les mesures de position. Ici, vous avez un tableau qui vous compare les différentes mesures de localisation. Donc vous avez ici moyenne, médiane, mode. Vous avez la définition, je viens de vous la donner, puis vous avez les caractéristiques de la mesure. Fait qu'on vous donne à chaque fois qu'est-ce qui est important, dans le fond, qu'est-ce qui la caractérise. Par exemple, la moyenne, ben, c'est la plus familière, puis c'est la plus souvent utilisée. La médiane, elle est aussi facile à calculer et à comprendre. Par contre, par exemple, si vous regardez la moyenne, on nous dit que la valeur peut être biaisée par quelques valeurs extrêmes. Ben ça, bien évidemment, si vous avez des valeurs très extrêmes dans votre série de données, la moyenne va être grandement affectée. Par exemple, si on prend un échantillon donc dans la population canadienne, on va mesurer le salaire des gens. Donc, mettons, on va trouver un salaire en moyenne, je pense, au Canada, c'est autour de 60 000 dollars par an. Si on vient rajouter dans cet échantillon, par exemple, Elon Musk, qui gagne des milliards et des milliards par an, ben vous en doutez que ça, c'est une valeur aberrante. Donc là, ma moyenne de mon salaire va être vraiment grandement affectée. Ça va me donner un salaire moyen plus de 60 000, mais peut-être on va avoir un résultat 1 million. Donc, c'est grandement affecté par une seule valeur aberrante. Maintenant, pour la dispersion. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mesure? Donc, la première mesure qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Donc, l'étendue, c'est assez simple. L'étendue, dans le fond, c'est la différence entre le maximum et le minimum. C'est vraiment de où à où je me rends du minimum au maximum. Ensuite, on a l'écart interquartile. Ça, l'écart interquartile, qu'on appelle IQR, c'est Q3 moins Q1, où Q1 et Q3, c'est les premiers et troisièmes quartiles. On va voir c'est quoi les quartiles. Justement, comment on va calculer les quartiles? Donc, la méthode pour calculer les quartiles est assez simple, c'est que premièrement, on commence par utiliser la médiane. Donc, on utilise la médiane pour découper les données en deux parties égales. Donc, dans le fond, on a notre jeu de données au départ. Ma médiane, vous vous rappelez, elle vient couper exactement au milieu. Ma médiane, on l'appelle Q2. D'accord? Donc, ma médiane, ici, on l'appelle Q2. C'est la médiane de mon échantillon. Ensuite de ça, ce que je vais faire, dans chacun des morceaux, je vais venir resubdiviser en deux en recalculant la médiane. Dans le fond, ce que je fais, c'est que ici, dans cette première portion, ici à gauche, avant Q2, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper. Donc ici, je coupe encore en deux. Q1, ça va être ma médiane à gauche. Et Q3, c'est ma médiane à droite. Donc en faisant ça, j'ai mon Q1, Q2, Q3. Donc ici, ça correspond en fait à ce que j'ai 25% des données ici.
25% des données ici, 25% des données ici, et 25% des données ici. Donc ça, c'est comment calculer Q1, Q2 et Q3. Et je vous rappelle, ben, l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Donc l'écart interquartile correspond vraiment à cette mesure ici. Si je regarde, c'est ça et ça, c'est mon IQR. C'est comme une sorte d'étendue, sauf que je ne vais pas chercher les portions extrêmes, 25% et 25%. Alors maintenant, on va voir comment définir et calculer les centiles. Alors les centiles d'un échantillon, ça ressemble vraiment comme à la médiane ou quartile 1 ou 3, sauf qu'on va vraiment un peu plus finement, où on utilise des pourcentages. Dans le fond, le X PIM, donc le 100 PIM centile, le 100 PIM centile ici, qu'on va noter XP, c'est la valeur telle que 100 fois P% des données sont inférieures à XP, puis 100 fois 1 moins P% sont supérieures à XP. Donc si je fais un dessin encore une fois, hop, si j'ai XP ici, je vais avoir donc à droite 100 fois P% des données, puis de l'autre côté, je vais avoir 100 fois 1 moins P% des données. D'accord? Bien sûr, si je fais donc X 0,5, donc 0,5 ça correspond à 50%, ben, c'est mon Q2, c'est ma médiane. Si je fais X 0,25, ça va être mon Q1, puis X X.75, ça va être mon Q3. Maintenant, une autre façon de mesurer la variabilité ou la dispersion, c'est avec la variabilité, la variance. Alors, la variabilité d'un échantillon, comment on la note, comment on la mesure? On va la noter par S carré. Ça va être S de XX divisé par N-1. Puis S de XX, dans le fond, c'est ce qu'on appelle la variabilité totale. Donc, c'est donc la somme de toutes mes différences au carré. Ici, c'est ma différence. Donc, ici, c'est ma différence entre XI et X bar au carré. C'est donc toutes mes différences qu'il existe entre mes XI et mon X bar. Donc, vraiment ma portion de variabilité. L'écart type maintenant. Donc, l'écart type, ça va être la racine carrée de la variance. Vous avez tous probablement appris ça un jour. Le coefficient de variation maintenant, qui est quand même important, c'est que lui, il va mesurer aussi la dispersion, mais relative à la moyenne. Donc, le coefficient de variation, lui, c'est S sur X bar. Donc, S, je vous rappelle, c'est l'écart type. X bar, c'est la moyenne. L'avantage de faire ça, c'est pas pour rien qu'on fait ça, c'est que ça, c'est rendu sans unité. Si je reprends mon exemple de la taille des Canadiens, ben ma moyenne ou mon écart type S va être en mètres, par exemple. Alors que là, le coefficient de variation, eh bien, on perd l'unité parce qu'on vient vraiment mesurer quelque chose de relatif. Encore une fois, vous avez la comparaison ici. Donc, vous avez à gauche ce qu'on a vu les mesures, l'étendue, écart type, variance, coefficient de variation. Vous avez la définition, puis les caractéristiques. Par exemple, l'étendue, ben, c'est la plus simple à calculer. Ça, c'est clair. L'écart type, attention, c'est une valeur qui peut être fortement influencée par quelques valeurs extrêmes. Ça peut venir influencer grandement. Le coefficient de variation, ça permet de comparer la dispersion entre deux séries de données. Ben, ça, c'est sûr. Si vous avez deux séries de données, vous pouvez comparer leur dispersion avec le coefficient de variation parce qu'on a enlevé l'unité. Alors qu'avec un écart type, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas comparer des pommes avec des poires, donc avec un écart type, donc je vais être obligé d'utiliser le coefficient de variation. Maintenant, alors si jamais vous voulez explorer des données binaires ou catégoriques, ben, quelles mesures statistiques qu'on vient de voir s'appliquent vraiment? Et dans le fond, tout ce qu'on vient de voir, ben, ça s'applique vraiment au numérique. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec des variables catégoriques. Donc, avec des variables catégoriques, ce qu'on peut faire, c'est faire des tableaux de fréquences ou un résumé avec un histogramme. Donc, c'est vraiment ça qu'on peut faire avec une variable catégorique ou binaire. On ne peut pas vraiment calculer de moyenne ou d'étendue. Maintenant,
on va parler de corrélation, donc vraiment de lien entre deux variables. Donc si on a encore une fois n observations, mais cette fois de deux variables. Donc ici, c'est important, je suis rendu avec deux variables xi, yi. On peut aller mesurer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation entre x et y, puis on va le calculer de cette façon-là. Donc R, ça va être le rapport de ces éléments-là. Puis ces éléments-là, c'est encore une fois, ça c'est des variabilités. On retrouve les mêmes choses que tout à l'heure. S de xx, c'est la variabilité. S de yy aussi, mais pour la variable y. Puis S de xy, c'est comme un produit croisé. Donc, le coefficient de corrélation, c'est de cette façon-là qu'on le calcule. Puis, très important, c'est qu'on peut montrer que le coefficient de corrélation va être toujours compris entre moins 1 et 1. Toujours, toujours. Donc, le coefficient de corrélation n'a pas d'unité, encore une fois ici. Donc, pas d'unité. Comment on l'interprète maintenant? Alors, si R est égal à 1 ou à moins 1, ben alors il y a une corrélation parfaite entre l'X et l'Y. Ça, c'est-à-dire que sur un graphique, vous verriez vraiment, alors sur un graphique ici, vous verriez vraiment les points parfaitement alignés en ligne droite. Il n'y aurait aucune différence quasiment entre les points et une ligne droite. Si R est égal à 0, par exemple, ben là, il n'y a pas de corrélation entre l'X et l'Y. Si R maintenant est entre moins 1 et 1 strictement, alors il peut y avoir une corrélation faible, forte ou moyenne. Ça dépend vraiment des domaines. Il y a des domaines qui vont dire forte ou faible ou moyenne selon certains seuils, puis d'autres différemment aussi. Dans la tendance des points dans un graphique de dispersion à former une droite ou non, ben c'est ça qui va dire est-ce que R est de plus en plus fort. Si R est positif, on va dire que les variables varient dans le même sens, donc elles ont une corrélation positive, et si R est négatif, elles ont une corrélation négative, elles vont varier dans le sens opposé. Voici quelques graphiques d'interprétation de corrélation. Ici, vous avez la valeur de la corrélation à chaque fois en haut, et vous avez le nuage de points correspondant. Donc, vous voyez 0, ben, j'ai un gros nuage de points. Moins 1,4, c'est une corrélation faible. Je vois que j'ai un lien négatif ici, mais mes points sont quand même dispersés. Moins 0,8, mes points sont beaucoup plus alignés. Moins 1, ils sont parfaitement alignés. Ici, vous avez toutes des valeurs de 1 ou de moins 1. Puis vous voyez, la droite, elle est parfaitement alignée. C'est juste l'inclinaison qui est différente. Et attention, regardez en bas ici. En bas, vous avez vraiment des corrélations de 0. Fait qu'on pourrait dire, ben, il n'y a pas de lien entre les deux variables. Pourtant, on voit bien qu'il y en a un lien entre les deux variables, bien évidemment. Regardez ici, j'ai bien un lien entre mes deux variables. Hein. C'est juste que ce lien n'est pas linéaire. Ici, il est quadratique, mon lien. Fait quand j'ai un lien qui est différent, qui n'est pas linéaire, parce que vous voyez, la corrélation ici, ça mesure vraiment les liens linéaires, les liens sous format d'une droite. Donc, quand R est égal à 0, il faut faire attention. Quand R vaut 0, on dit juste qu'il n'y a pas de corrélation. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Je vous ai mis ici, si ça vous intéresse, un lien où vous pouvez aller vous amuser. C'est comme un petit jeu, en fait, où on vous met un nuage de points. Puis, vous pouvez vous amuser à aller tester ou vérifier que ça pourrait être combien la corrélation. Fait que vous essayez, vous donnez un chiffre, puis ça vous donne la réponse. Alors maintenant, donc on a vu plusieurs façons de faire des statistiques descriptives donc sur une variable. Si jamais vous devez explorer plus de deux variables, donc vous avez un jeu donné avec par exemple 12 variables, vous devez explorer ce jeu de données-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, première étape, c'est que vous allez vraiment explorer la distribution univariée. Donc ça, c'est la première étape. Vous explorez la distribution pour chacune des variables. Donc pour chacune des variables, pour chaque variable xi, vous allez faire les mesures de localisation et de dispersion. Fait que vraiment toute la portion stat descriptive, vous allez la faire. Ensuite de ça, numéro 2, vous pouvez aller faire la corrélation entre toutes les paires de variables. Donc si vous en avez 12, il faut aller faire entre toutes les paires de variables pour voir est-ce qu'il y a de la corrélation. Vous ne pouvez pas choisir les deux qui vous intéressent le plus. Il faut vraiment aller tout essayer. Et je vous ai mis ici un article intéressant, vous irez voir, un article intéressant de comment visualiser des matrices de corrélation, justement, où on peut voir visuellement en un coup d'œil toutes les corrélations 2 à 2 qui existent entre les variables.